notre débrief de la finale de la Champions League. C'est parti. Et Bruce, j'ai l'impression que ce petit thème te parle. Non, parce qu'au stade, on était tous dégoûtés. Sur l'entrée, c'était pareil à la télé. À la télé, nous aussi. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec ça? Il était dégoûté. On a pensé au pipeau, au truc. Nous aussi, on a eu Timéo, classe de 5e, qui vient jouer son plus beau morceau de musique. C'est sûr qu'on n'a pas pensé à Pipo Inzaghi. On était dégoûtés au stade. C'était dégueulasse comment ça rendait. On s'est dit, mais s'il y a un truc auquel il ne faut pas toucher, c'est bien l'hymne. Laisser tel quel, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais surtout que, je sais pas, c'est le moment le plus important. Tu veux tenter une innovation. Oh. Mais fais ça dans un premier match de poule, un dernier match de poule, un huitième de faut finale. pas le toucher à ce mais non, mais si tu veux faire un test, fais-le là, fais-le pas sur la finale. C'est vrai que c'était nimp. De manière générale et globale, ça m'a toujours fait ultra chier pour essayer vraiment d'avoir un langage soutenu pour le coup quand dans les finales NBA quand dans des finales de Champions League, quand dans des Jeux Olympiques, dans des événements internationaux on fait chanter je sais pas qui a cappella, mais sincèrement j'en ai rien à foutre d'écouter la meuf chanter a cappella. Ils ont des belles voix, mais voilà, là, c'est vraiment sortez un tube, allez sur Spotify, tu me donnes son nom, je vais écouter 2-3 musiques sur Spotify, toi je lui donne des vues. Ça surjoue de ouf. C'est ça, mais je suis pas là qui est C'est ça. Avec le public comme ça, là, c'est genre. Non, tranquille, moi j'ai envie d'écouter le truc qui tabasse, j'ai envie d'écouter la vraie musique de la Champions League sur des sonos. Voilà, j'ai envie de me régaler. Et ça m'a toujours frustré d'avoir ces innovations qui t'enlèvent cette ambiance, ce truc que tu t'imagines dans la tête. Tu dis, je vais voir une finale, ça va être génial, je vais avoir la sono à fond. Et heureusement, il y avait les Anglais pour mettre l'ambiance par contre. Ah oui, heureusement que ça l'a pris. Non, mais il y a une vidéo qui tourne souvent sur Twitter, c'est un Islande-France où t'as un mec justement d'opéra qui reprend la Marseillaise et t'as tout le monde qui est mort de rire. Lisa Razoubarté, ils sont tous effondrés. Vraiment, ils s'y attendaient pas du tout et ça se voit qu'ils s'étaient pas prêts pour ça. C'est la vidéo où les caméras passent sur eux et ils sont là comme ça en train de Lisa Razou, il est à deux doigts de ça enlève tellement de... Le pire, c'est que ça enlève tellement de ferveur populaire. Par exemple, pour les hymnes, quand tu as un hymne au Stade de France, tu vas avoir la sono qui va porter les gens, pousser les gens à chanter. Et c'est là qu'il va se créer beaucoup d'émotions, un moment qui va rester gravé dans l'histoire. Mais non, quand tu as un chanteur, oui, un chanteur a cappella ou avec un orchestre, c'est joli à écouter, mais je pense que c'est pas le bon moment pour arriver à créer cette émotion dans le stade. Moi, j'ai aucune émotion quand j'écoute quelqu'un chanter un hymne. Alors oui, si j'ai envie d'écouter de l'opéra, je vais à l'opéra, mais je vais pas au Stade de France voir un match de l'équipe de France pour écouter quelqu'un chanter de l'opéra. Et puis même, l'hymne de la Ligue des Champions, c'est quand même une institution, tu n'y touches pas. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils vont au stade aussi pour être dans l'ambiance et pour avoir l'expérience complète. T'imagines, un mec, il arrive, c'est la première finale de Ligue des Champions qu'il fait de sa vie et il entend ça. Franchement, c'est juste un peu dommage. Bon, messieurs, parlons du match quand même maintenant, parce que c'est peut-être un peu plus important. City qui remporte enfin sa Ligue des Champions. C'est vrai qu'on était plus ou moins tous d'accord pour dire que ce serait quelque part mérité, parce que la saison est quand même assez folle et que Guardiola est enfin arrivé à toucher au bout. Bruce, ton avis sur cette finale qui, encore une fois, n'a pas été une finale incroyable, mais ça, c'est aussi un peu le lot des finales récentes. 1-0, la si on enlève France-Argentine. Ouais, il y a souvent des 1-0. Nous, on a eu la chance de voir 3 finales assez récemment. On a cette chance, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça a été des matchs dégueux, quoi. Enfin, pas des matchs fous. Après, c'est des finales, on connaît. Ça joue la peur au ventre, et l'important, c'est le résultat. T'as pas de match retour, faut absolument gagner. Donc, on sait aussi pourquoi. Après, oui, au final, on savait que la condition pour que l'Inter gagne, fallait pas un gros City. Et c'est sûr qu'on n'a pas eu un City des grands soirs. Et l'Inter, ils sortent de cette finale avec des regrets, parce qu'il y a eu quand même des situations très intéressantes. Voilà, notamment avec Lukaku, il y a eu Lautaro aussi. Voilà, il y a eu un manque de réussite et peut-être aussi un manque. C'est tout simplement, ça a mal joué les coups, parce que Lukaku, il la met sur Ederson. Voilà, il peut mieux faire à ce niveau-là. Et il y avait des erreurs, même derrière, dans les relances de City. Et c'est vrai qu'à un moment donné, en début de deuxième, et on en parlait pendant le match, moi, c'est à ce moment-là où j'ai dit l'Inter, ils ont laissé passer leur chance. Il y a un moment, tu sentais que City, fameuse occasion de ils faisaient des erreurs. Ouais. Si l'Inter, il marque à ce moment-là, ça finit à 1-0, on sait que c'est fini. Parce que là, l'Inter aurait bouclé. Ouais. Ils auraient bouclé derrière, c'est terminé. Une bonne équipe italienne à l'ancienne, tu leur donnais ça, ils te mettaient le but, ça fermait la boutique, c'était fini. Mais je parlais je te coupe, désolé, je parlais d'Inzaghi tout à l'heure, mais l'occasion que Lautaro il a face à Ederson, elle est pas facile à mettre. Mais honnêtement, tu vois, un mec comme Inzaghi, moi je suis persuadé qu'il la met au fond. Mais non, ça, c'est une occasion vraiment à l'italienne. C'est l'occasion qui tombe du ciel. Sur
surtout que le scénario de match et comment ça jouait, ça faisait la faveur de l'Inter. Ça rentrait dans un match bourbier et tout, et ils n'ont pas su justement en profiter le moment venu. Normalement, les Italiens, en plus, il leur faut pas 150 000 occasions. Ils ont eu leur chance, et moi, à partir du moment où ils ont laissé passer leur situation, on en parlait au stade, j'ai dit c'est fini. Pour moi, ils vont se prendre un but. Ils ont laissé passer leur chance. Je sais pas, je le sentais, c'est comme ça, ce genre de match, et c'était simplement l'année de City. Bon, on va dire pour l'ensemble de ce qu'ils ont fait depuis quelques années et tout, ils étaient vraiment très proches. C'est la meilleure équipe pour moi depuis quelques saisons, mais après, parfois, ça suffit pas pour gagner la LDC. Il faut le mental, un peu de réussite. Là, ils ont eu cette réussite sur cette finale. On va dire que c'est pas volé. Ils ont enfin leur LDC. Mais en soi, l'Inter peut quand même se mordre les doigts parce que c'était un City qui était prenable avec la pression et tout, comme on pouvait peut-être le penser. Moi, honnêtement, je pensais que City allait faire une vraie finale et que ça allait être plus simple pour eux dans le jeu, etc. Ça a été très compliqué et perso, si j'étais supporter de l'Inter, bon, je le suis pas, mais si j'étais supporter de l'Inter, j'aurais vraiment des regrets parce que c'est un City qui était prenable. Ouais. Est-ce que Kanto, toi, tu as senti qu'il y avait un coup à jouer pour l'Inter, sachant que, bon, en tout cas, moi, je le disais, mais peut-être que ça a été dit par d'autres, il y avait peut-être un truc à faire face à cette équipe de City, sachant que c'est une finale, sachant que City, peut-être qu'ils sont pas aussi impériaux à l'extérieur ou alors sur terrain neutre. Est-ce que tu as senti que l'Inter avait quand même une chance sur ce match? Ouais, alors déjà, je vais commencer par faire un petit mea culpa d'une intervention que j'ai fait chez nos amis du Winamax FC. Et toi, vous êtes dans la sauce auprès des Italiens. Non, du tout. C'est pas une sauce. C'est qu'en fait, c'est un extrait où je me suis peut-être mal exprimé et parfois on essaye d'évoquer nos idées, nos avis et on le dit pas toujours de la meilleure des manières et j'ai utilisé le terme que les Italiens avaient essayé de pourrir le match à l'italienne et c'est pas du tout ce que je pense parce que les Italiens sont allés dans le contact avec une variation au niveau du pressing qui était parfois un pressing médian et parfois des pressings où ils ont été obligés de jouer un petit peu reculé. Mais on n'a pas vu un Inter qui était là pour essayer de tricher, de gagner du temps, de discuter sans arrêt avec l'arbitre, de jouer avec le bus et essayer d'exploiter en contre-attaque. On a eu un Inter qui a justement essayé de proposer quelque chose et c'est pour ça qu'ils ont mis en difficulté City. Et dans cet extrait-là, voilà, j'avais parlé de jeu à l'italienne et je voulais uniquement parler d'Acerbi, notamment Acerbi qui pendant la première période a beaucoup parlé avec l'arbitre de la rencontre et qui essayait de mettre beaucoup de pression sur l'arbitrage, essayait de mettre beaucoup de pression sur les adversaires, notamment sur Erling Haaland. Et c'était pour moi en ce sens-là où Acerbi était pour moi un peu la caricature de ce défenseur italien d'expérience qui essayait d'embrouiller sans arrêt les adversaires et qui est arrivé et à mon sens ça a d'ailleurs été l'homme du match, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Non, pour moi cette équipe de l'Inter, il a manqué quoi? Il a manqué de la qualité technique parce qu'il y a eu beaucoup de déchets pour moi dans les transitions rapides, dans les passes, dans les contrôles avec beaucoup de ballons perdus au milieu de terrain et surtout de la réussite parce que je vois ça, pareil, c'est sûr. Voilà, je vois pareil sur les réseaux, on est en train d'encenser Ederson comme étant le nouveau meilleur gardien du monde et Lukaku comme étant le nouveau pire attaquant du monde. Comme quoi, soi-disant, les grands attaquants mettent ce but 100% du temps. Bon, j'en suis vraiment pas certain, mais je pense que voilà, il a manqué de la réussite à cette équipe-là. Il y a la barre transversale de Di Marco avec derrière ce ballon qui reprend et Lukaku contre le ballon. Il y a la parade de l'imprécision, moi, je trouve que de la réussite. Ouais, non, enfin, moi, j'ai trouvé. Au niveau imprécision, voilà, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, moi, et encore une fois, je le répète, mais pour moi, voilà, c'est déchets techniques et manque de réussite. Et cette équipe de l'Inter a été tactiquement suffisamment solide pour arriver à faire douter cette équipe de City, parce que moi, j'étais comme Bruce, je voyais City dérouler, pratiquer son football et littéralement éteindre l'Inter. C'est ce que tout le monde disait avant que ce match se joue. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Oui. C'est exactement ça. Toi, pareil, Pipion, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à avoir un City très, très, très dominateur dans cette rencontre qui prive l'Inter du ballon. Mais finalement, le match a été vraiment bien plus compliqué que ça pour cette équipe. Et puis surtout, on s'est aussi rendu compte que les mecs, ils sont juste humains, en fait, finalement. C'est pas des robots parce qu'on a senti que le poids de l'événement s'est fait ressentir auprès des joueurs. C'est ça, le poids de l'événement, le poids de l'histoire récente pour City qui est passé à côté de tellement de victoires. Je refaisais le récap, mais entre Maxwell Cornet, leur pire ennemi, entre le but de Sterling annulé contre Tottenham, la finale perdue contre Chelsea, avec à chaque fois les petits ajustements de Guardiola qui marchaient pas. Rodrigo, voilà, le renversement un peu surréaliste qui s'est passé. Moi, je pense que oui, ils ont peut-être été un petit peu pris, mais finalement, voilà, ils n'ont pas non plus totalement déjoué. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est à savoir l'Inter, tactiquement, pendant une heure, leur a posé beaucoup de problèmes vraiment. Avant d'accélérer un peu plus, de tenter d'égaliser. Honnêtement, c'est pour ça que Simone Inzaghi qui est prolongé, ça ne m'étonne pas, parce qu'on a vraiment vu, tu vois, sur cette campagne Ligue des Champions, peut-être pas tout le temps en Serie A, c'est un peu dommage, mais la vraie patte d'un tacticien, tu vois. Parce il y avait un travail. Fin de saison impressionnante. Sur les matchs contre Benfica, contre le Milan, le derby, tout ça, c'était quand même plutôt
plutôt bien géré. Donc honnêtement, cette équipe de l'Inter, en renforçant un peu plus sa profondeur de banc, en gérant des dossiers chauds, tu sais que tu peux en faire une très belle équipe à l'avenir, parce qu'honnêtement, il y a un matériel qui est déjà consistant. Et voilà, après, pour City, même si on a cru à la malédiction de Bruyne, même si c'est vrai qu'Haaland fait pas un grand match, au final, tu as toujours cette petite action où tu vas avoir un dépassement de fonction d'Akanji, un éclair de Bernardo Silva, et voilà, Rodri qui est là au bon endroit au bon moment. Ouais. Et voilà, c'est ce qui... J'ai envie de dire ça a suivi, parce qu'honnêtement, ils ont aussi suggéré, je pense que ils ont tellement compris à quel point ils pouvaient rentrer dans l'histoire, qu'ils avaient fait tellement de bonnes choses, qu'ils se disaient, si on passe encore à côté, qu'est-ce qu'on va dire? Et même un Guardiola, parce que Guardiola, tu vois, il a gagné 2 titres là, et il serait fait encore pourrir en mode Ligue des Champions, il n'arrive pas. En plus, avec De Bruyne qui sort tôt, tu te dis, c'est pas notre soir encore, ça se trouve, tu vois. C'est ça. Et franchement, tu peux te dire, bon, c'est une finale, ça joue à pas grand-chose, mais voilà, à partir du moment où il y a eu ce but, on a vu une grande joie. Après, c'est vrai que Lukaku a un petit peu déconné, Ederson, c'est ce qu'on dit depuis le début, les menottes et le sharing. Bravo à lui, parce qu'honnêtement, il fait son taf. Il fait bien mieux. Donc voilà, pour ce City-là, c'est bien joué. Maintenant, je suis un peu curieux de voir la suite, parce que tu sais, il va y avoir pas mal de départs, notamment au milieu de terrain. Il y aura un petit renouvellement. Je suis curieux de voir en fait quel joueur. Comment est-ce que Pep va essayer de se réinventer encore, parce que là, on a vu la trouvaille géniale avec John Stones, qui nous a fait un sprint final de folie en numéro 6, incroyable. Qui était pour moi le meilleur milieu de la finale avec peut-être Barella. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir la suite pour Guardiola, jusqu'où il va encore aller. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qui va se passer avec City, parce que c'est une équipe, t'enlèves un élément. Alors c'est vrai que les joueurs, tu peux les remplacer, et tu peux jouer presque différemment, et tu vas pas perdre en qualité, mais c'est vrai que cette équipe-là, c'est tellement précis que si tu changes plusieurs éléments, ça peut Après, devenir... ils vont pas changer 150 joueurs, et il sait exactement ce qu'il faut. Après, c'est ça en fait, il a quand même une base qui est très solide. Le souci, c'est que Bernardo et Gundogan, c'est remplaçable aujourd'hui, on va pas se mentir. Mais voilà, ça parle de Kovacic, bon, c'est peut-être un rôle un peu différent et tout, mais il y a Kovacic qui va arriver, il va trouver les joueurs manquants. Et juste pour revenir un peu sur ce que disait Pipion, c'est vrai que l'Inter, ils avaient très bien préparé le match, et tu le vois à l'image de Di Marco, plein de fois il passait devant Bernardo, tu sais, pour le devancer, prendre les ballons. Di Marco était très libre. Il le faisait reculer la plupart du temps. Bon, au début, il y a une action où il recule, et Bernardo, il le laisse rentrer dans la surface et il enroule près du poteau, là. Mais la plupart du temps, il défendait en avançant. Ils allaient les chercher plutôt haut, tu sais. Ils ne voulaient pas être non plus complètement dans leur surface et que ça joue à la baballe autour. Ils avaient vraiment bien préparé leur match, l'Inter, à ce niveau-là. Après, on fera les tops et flops de cette rencontre, mais encore une fois, le match de Stones, moi, honnêtement, c'est impressionnant. Je ne sais pas comment ça rendait à la télé. C'est vrai qu'avec Bruce, on avait la chance d'être dans le stade, mais les différences qu'il faisait, c'était limite des différences, mais vraiment d'un milieu de terrain. Techniquement, où il est trop à l'aise maintenant, c'est ça qui est fou. Après, à la base, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai l'impression... Il y a des gens qui découvrent que John Stones est un joueur technique, alors qu'à la base, le mec, quand il a débuté, il était aussi justement connu pour ça. C'était un joueur qui était extrêmement technique, et c'était un défenseur qui était à part pour ça. Je pense qu'on l'a un peu mis de côté parce qu'il a eu des blessures, parce qu'il n'avait pas un rendement de fou à son poste, et on s'est dit que c'était pas non plus un très grand défenseur. Mais je veux dire, la technique de John Stones, c'est pas quelque chose de nouveau. Il avait déjà ce truc-là, et c'est vrai que sur ce match-là, en particulier, moi j'ai trouvé, et je crois qu'on était un peu d'accord avec Bruce, qu'il a vraiment surnagé, quoi. Il pouvait éliminer 2 joueurs, 1, 2, 3. C'était assez violent. Il était très serein comme aussi. Tu dis aussi, vu qu'il joue plus haut, tu le sens, forcément, tu es au cœur du jeu. Donc là, techniquement, souvent, tu es pressé. Tu sais, c'est pas derrière où tu n'as pas regardé derrière toi. Tu vois, c'est plus simple, tu vas jouer plus simple, tu prends moins de risques. Là, il peut se permettre des choses, et tu le sens, il est en totale confiance. Techniquement, tout ce qu'il fait et tout. C'est vrai. Il n'avait pas peur, il avait toujours le temps. Ces derniers temps, il y a très peu de déchets chez lui. De toute façon, tu vois les milieux de terrain, Rodri, la saison qu'il fait, c'est un truc de malade. Gundogan, mais la fin de saison et la saison, c'est extraordinaire. Enfin, ils peuvent se permettre, même si c'était compliqué, ils perdent De Bruyne très tôt et ils arrivent quand même à gagner. Ils ont des joueurs, c'est un truc de fou. Ouais, non, c'est vrai que pour De Bruyne, ça faisait un peu mal pour lui. Ça fait quand même la 2e finale de suite sur laquelle il sort. Donc c'est un peu dommage. Messieurs, juste avant de faire les tops et flops. Est-ce que c'est anodin ou est-ce que c'est pas anodin? À quel niveau tu veux dire? Malcaras, tu veux dire la pression tu veux dire genre un truc qui vient mentalement et qui crée une blessure? On en parlait avec Bruce tout à l'heure, notamment de la blessure d'Alcaraz. C'est intéressant, dis-nous. Pour Roland Garros, qui pour moi n'est que le résultat de beaucoup trop de stress et d'une pression musculaire qui fait que tôt ou tard ça a crampé, ça a pété. Et c'est vrai que si tu compares ça peut-être à un cas comme Kevin De Bruyne, alors peut-être que ça n'a rien à voir, mais on peut de manière légitime se poser la question est-ce que toutes ces blessures qui interviennent dans des finales, des blessures musculaires, je parle, et pas tendineuses ou de torsion ou osseuses, mais est-ce que toutes ces blessures
de sportifs de haut niveau dans les finales ne sont pas dus justement à une accumulation et à une mauvaise gestion du stress. Et je ne sais pas si c'est le cas pour De Bruyne ou pas. Mais il devrait rater le début de saison même carrément. J'ai vu, il en a pour un petit moment. Ouais. Mais est-ce que de toute façon ce rapport, je ne sais pas s'il est avéré, s'il est prouvé scientifiquement, mais il existe depuis un petit moment. Ça, voilà, ce côté, t'es pas très bien mentalement et du coup ça génère une blessure, la nervosité. La nervosité, l'hygiène de vie, ça peut expliquer. Après, c'est vrai que De Bruyne, ça faisait un petit moment qu'il était déjà un peu blessé. Je pense que c'est le cas typique du grand joueur. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Si on parle d'Alcaraz, un mois et demi avant Roland, il est pété aussi. Enfin, je veux dire, c'est le quotidien du sportif. Ah non, par contre, la première fois. C'est sûr. Mais après, tu vois, il y a des blessures où c'est Rudiger qui vient le tamponner. Le Portugal-Italie, je crois que c'est Paligna. Portugal-Italie, le Portugal-Belgique, c'est Paligna, l'Euro, qui vient lui faire un tacle de charcutier. Donc, malheureusement, c'est un peu comme Neymar. Des fois, il y a des blessures. C'est pas. Je sais pas si on peut tout mettre sur son aspect mental parce que c'est quand même un joueur qui a prouvé que dans les grands moments, voilà, quand il marque au Bernabeu, c'est pas parce qu'il y a un souci dans sa tête, quoi. Puis par contre, il a une très grosse activité. Hein. Ah bah oui, il bouge. Qui court, De Bruyne aussi, donc ça, avec l'APL, l'intensité, tous les matchs qu'ils ont sur une saison. C'est vrai que ça aide pas aussi. Alors messieurs, vos tops et vos flops sur ce match, bien sûr, comme d'habitude, on va pas déroger à la règle. Quanto, toi, qui t'as envie de mettre en avant particulièrement dans cette partie-là? Je pense qu'on va peut-être retrouver des joueurs de l'Inter. Je vais suivre. Moi, je vais justement mettre 2 joueurs de l'Inter en avant, Acerbi et Di Marco, qui pour moi ont été excellents. C'est vrai que Onana, sur le coup, j'avais vu qu'il avait fait un bon match, mais en voyant les relances sur Twitter, c'est vrai que tu te dis, c'est quand même assez impressionnant de le voir chercher long, tendu et casser des lignes comme ça. Et d'être précis. Après, oui, du côté de cette équipe de City, peut-être mettre en avant Stones. Après, c'est un peu compliqué parce que tu as Rodri qui marque un but, mais qui, à côté de ça, fait pas un match incroyable. Il fait pas un match incroyable, hein, Rodri. Tu vois, par exemple, Stones a plus crevé l'écran. Malgré tout, ça reste l'unique buteur en finale de Champions League. Donc, j'ai envie de te dire, si on te dit avant le match, tu vas perdre 20 ballons sur 20, mais que tu marques en finale, je pense que tout le monde signe. Donc voilà, peut-être Acerbi, Di Marco et Stones pour moi. Ok, très bien, c'est noté. Bruce, on enchaîne avec toi. Ouais, Di Marco, que j'ai trouvé très bon, comme depuis quelques temps. Vas-y, je vais peut-être. Alors, son match, tout n'est pas parfait, mais encore une fois, pour sa campagne de LDC, on l'a assez fumé aussi. Je vais quand même mettre Ederson, parce qu'il a eu des arrêts importants à des moments donnés. Ok, ça vient sur lui par moment, ce que tu veux. De toute façon, le dernier arrêt qu'il fait, c'est un arrêt. C'est une balle de match. C'est pas parfait, mais il faut quand même être là. Tu peux te trouver, tu peux machin, donc ça va mettre à son crédit. On l'a souvent critiqué sur les saisons passées quand City se faisait éliminer en disant ils n'ont pas un grand gardien, peut-être pour ces moments-là. Là, moi, je trouve que sur sa campagne LDC, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il a fait le boulot. Donc, lui. Et après, Stone, j'ai bien aimé. En vrai, quand même, Rodri, j'ai envie d'en parler quand même. Parce que voilà, il a fait des matchs meilleurs peut-être sur la saison. Mais encore une fois, moi, c'est un joueur que j'adore. Je le trouve extraordinaire. Et puis, fameux dépassement de fonction. On sait qu'à City, beaucoup de joueurs sont capables de faire ça, de tenter des choses qui sont en pleine confiance. Et ils ont décisif, une liberté. Dans les gros matchs. Et la frappe qu'il met, il faut quand même des coronesses, tu vois, parce qu'il la met parfaitement, c'est un peu comme un buteur et tout, il fait le geste juste. Il est vraiment au bon endroit au bon moment. Mais il y en a plein, des attaquants qui se seraient trouvés à ce moment-là, parce que tu as l'impression, c'est une finale, t'as pas beaucoup d'occasions, il la met, mais parfaitement, tu as l'impression qu'il était à l'entraînement, ok, il avait le luxe, il avait le temps et tout, mais il la met trop bien, tu vois, faut du sang-froid. Donc, mais ça, c'est des joueurs, tu n'as pas besoin de leur en donner beaucoup. S'ils ont la situation, tu sais qu'ils convertissent, quoi. Ce serait qui pour toi, Pipion? Ouais, 2 centraux dans chaque équipe avec Acerbi d'un côté, parce que quand il arrive en début de saison, la Lazio, on a l'impression que ça va être le remplaçant du remplaçant, et finalement, en bon briscard qu'il est. Patron. Voilà, ça, on aime ce type de joueur. Honnêtement, il a bien géré Haaland, comme Bastoni aussi. Je trouve que ça a été vraiment bien fait. Et en face, Ruben Dias, que je trouvais qu'il a bien tenu son rang aussi, qui a été vraiment. Il est revenu bien, Ruben Dias. Physiquement, lui aussi, il est revenu vraiment à un bon niveau. C'est le patron. Moi, mon coup de cœur, c'est John Stones, parce que voilà. T'as l'impression qu'il fait ce job, ce rôle-là depuis 10 ans, alors qu'il a été installé que depuis 3 mois. C'est des matchs de très très haut niveau. Là, c'est vraiment l'élite. Et honnêtement, j'ai hâte de voir s'il va vraiment faire une saison complète à ce poste pour voir jusqu'où il peut aller. Et après, là, je pense que c'est parti pour. Hein. Mais le pire, c'est que c'est un peu un poste hybride, quoi. C'est même pas un seul rôle, quoi. Il occupe plein de rôles sur le terrain. Et après, au-delà, peut-être chez les milieux de City, au-delà de Bernardo, que je trouvais qu'il a fait le taf, même si de temps en temps, Di Marco, évidemment, était un peu plus malin que sur lui. Je trouve que l'entrée de Foden à ce moment-là, il a fait 1 heure. Je trouve qu'il a fait ce que Guardiola attendait de lui. C'était pas de l'excellent Foden. Il y a eu un petit coup de génie. Le contrôle, il est extraordinaire. Je trouve honnêtement, dans ce contexte-là, tu as un jeune joueur, on t'attend au tournant, tu le remplaces De Bruyne.
Je trouve qu'il a fait le taf. Honnêtement, il a essayé de se rendre disponible et tout. C'est pas parfait, mais honnêtement, pour un gamin, c'est pas mal. Je voudrais juste en placer une aussi pour Matteo Darmian quand même. Alors, je sais pas encore une fois ce que ça rendait, mais moi, je l'ai vu du stade en tout cas faire 2-3 interventions sur la première période notamment que j'ai trouvé très intéressantes. Après, les autres étaient peut-être un peu plus en vue sur ce match, mais juste un petit mot pour lui qui franchement a été quand même assez intéressant sur ce match-là. Et Jack qui nous rejoint. Désormais, il faut l'appeler Jack. Avec un joli maillot de l'OL. Comment ça va, Zach? Ça va et vous? Bah très bien, très bien. Excusez-moi tous les viewers du retard, les transports en commun parisiens. Encore les transports en commun? Ouais, la 12. Mais bon, désolé, c'est pas une excuse valide, juste je présente quand même mes excuses. La 12, porte de Versailles jusqu'à... Attends, c'est quoi déjà? C'est juste pour savoir si je... Ça va de Méridici à Aubervilliers. Ouais. C'était un enfer. C'est ça. Et bah écoute, bienvenue à toi, Zach. On était dans les top et flops de cette rencontre, de ce match entre City et l'Inter. Tiens, je te prends à froid comme ça. Top et flop pour toi, qui tu mettrais dans cette rencontre? Top et flop en joueur? Ouais, en joueur ou en ce que tu veux, hein, comme d'hab. Bon, en joueur, franchement, je vais pas être original. John Stones, pour les quelques dribbles qu'il a passés. Comme j'ai dit hier, il y avait 2 actions qui m'ont particulièrement marqué, comme beaucoup. C'est le contrôle orienté de Foden et le double contact de John Stones à l'entrée de la surface. Donc, John Stones, Rodri pour le but, même si la première mi-temps est peut-être un peu moins bonne. Après, sinon, franchement, je dirais Brozovic quand même, qui fait un bon match. Di Marco qui a animé totalement le côté. Parce que pour moi, alors je sais que Scipion, je trouve Barella, il a fait un bon match. Moi, j'ai pas aimé Barella. Je trouvais qu'il a fait. Moi, j'ai trouvé Barella et Çalhanoğlu en dessous. Çalhanoğlu pour moi le pire. Barella moins bien, j'ai bien kiffé Brozovic par contre. Après en flop, forcément en flop il y a des joueurs comme par exemple, moi j'ai pas aimé Dzeko du tout, avec tout le respect, je l'ai trouvé inutile. Toi tu voulais voir Lukaku toi plutôt dans ce match. Lukaku, Lukaku, on l'a bien vu. En attendant, c'est vrai qu'une bonne partie des occasions sont venues après son entrée, même si son entrée a aussi coïncidé au moment où l'Inter a pu se pousser, perdu, tout ça. Mais forcément, moi, Lukaku, je dirais qu'il a fait une bonne entrée, mais que malheureusement, la finalité rend le truc compliqué. En flop, comme j'ai dit, Çalhanoğlu. Barella, j'ai vraiment pas trop aimé non plus. Et après, derrière, franchement... je vais même pas dire Erling, parce qu'Erling, on l'a pas trop vu, mais bon, vu la densité axiale qu'il y avait côté Inter, bonne chance pour exister. Il a quand même au moins eu son petit pion, sa petite occasion, même si c'est pas passé. Elle était difficile à croiser plus que ça. Grealish fait un mauvais match. Ah non, il assez mauvais match. Mais en fait, c'est ce que je pensais. En fait, pour moi, les mecs qui ont fait un mauvais match côté City ont quand même été meilleurs que ceux qui ont fait un mauvais match côté Inter. D'accord. Genre, c'est-à-dire que ceux qui ont fait un mauvais match côté Inter, surtout au milieu, en attaque, c'était largement pire que les quelques-uns qui ont fait des mauvais matchs par moment, mais qui ont quand même relevé la tête. Rodri, qui après sa première mauvaise mi-temps, fait quand même au global un bon match. Bernardo qui revient bien. Ederson, qui après avoir eu les bras en coton, et a quand même... Sur la première période. Les 60 premières minutes, Ederson, ça fait flipper. Il était pas sûr. Et pourtant, il revient bien sur la fin. Et vous savez que je suis pas le plus grand fan du joueur, mais au moins, je lui reconnais ça. L'arrêt sur Lukaku, même si elle peut être mieux croisée, ça reste quand même beau. À la toute fin, la sortie sur la tête, incroyable. Il sort bien sur Lautaro Martinez, même si on pourrait dire que Lautaro Martinez doit mieux jouer l'action. Donc, in fine, tu vois, Dumfries fait un très mauvais match. Il passe à côté. Voilà, comme j'ai dit, Barella, Çalhanoğlu, Dzeko. Là, ça commence à faire beaucoup de joueurs qui, pour moi, passent un peu à côté Inter, alors que ceux qui sont passés à côté City sont au final quand même mieux revenus, je trouve, au global. Donc voilà pour le HO. Alors, les flops pour vous aussi, Kanto, Bruce et Pifion, on peut aller très vite, mais Kanto, toi, par exemple, un flop, là, le joueur... Çalhanoğlu, il en a parlé, Zach. Ouais. Il y a eu beaucoup de déchets, c'est un joueur qui a été très souvent transparent, qui n'a pas eu un réel apport dans ce qu'on attendait de lui, donc Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, toi, tu partirais sur qui? Haaland, parce que c'est le genre de match où tu l'attends. Après, c'est un jeune joueur, il a fait une saison fantastique. C'est pas le propos, mais c'est vrai qu'il a eu une action, il n'a pas su concrétiser et finalement, il n'a pas été. Je sais pas si sa connexion avec De Bruyne, le fait qu'il sorte tôt, mais même avant, quand De Bruyne était là, je trouve qu'il n'était pas forcément dans son match. Mais bon, je l'ai dit, 22 ans, il a encore le temps de sortir plein de finales monstrueuses. Surtout quand tu es dans un truc aussi axial. En fait, tu veux, parce que là, quelqu'un, par exemple, me dit dans le chat, oui, mais Haaland, il a aussi raté des trucs. Faut pas dire que Grealish, c'est simple. Il était en 1 contre 1 constamment. Et en 1 contre 1 constamment, il a assez scellé en plus. Il a quasiment rien apporté. Après, je le taille pas, je m'en fous, il était bien en forme. Les défenseurs de l'Inter, faut se les taper. Mais il était en 1 contre 1 constamment. Haaland, lui, c'était du 1 contre 2, du 1 contre 3 tout le long. Donc le taf de Haaland était beaucoup plus ingrat. Tu vois ce que je veux dire? Il était surtout que c'est des vicelards derrière, ils se font paniquer facilement. Haaland, s'il avait été en 1 contre 1 constamment, ça aurait été. Tu vois, et pareil, j'aurais changé le jugement de Grealish, il a été en 1 contre 2 tout le temps, mais il a été en 1 contre 1 et malheureusement, il n'a pas su profiter des nombreux 1 contre 1 que le système de City et la défense de l'Inter lui offrait. Donc c'est pour ça que pour moi, dans l'un cas, c'est un petit peu plus grave que dans l'autre. Ouais, je suis 1 contre 2, 1 contre 3 tout le temps, et encore, il a eu son occasion.
Tu sais, moi je trouve qu'il y a des matchs de temps en temps, et c'est pour ça que je suis pas toujours d'accord avec ça. Il y a des matchs, des fois on dit l'attaquant on l'a pas vu. Ouais. Ouais, il y a des fois c'est difficile de te voir, je suis désolé, et ça veut pas pour autant dire que pour moi l'attaquant fait un match vraiment zéro. En fait, c'est ça que tu veux dire c'est aussi ça, un peu. pour moi il y a des fois des choses structurelles. Haaland, c'est pas Kane ou Benzema, tu sais, sur des matchs comme ça où eux peuvent décrocher plus, participer au jeu. Haaland, on sait que c'est compliqué dans l'axe, bah tu vas peu le voir, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Je reprends la main, juste 2-3 petites secondes pour accueillir Zal. Comment ça va, Zal? Salut Braque, salut tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu commences pas. Bah non, mais on demande à tous, ça va? Des petits retards. Ok, d'accord, pas de problème. Petit maillot PSG comme ça? Ouais. Je vois, on a bien suivi le thème, hein, tous. Hein. Oui. Ah bah oui, chacun est venu avec son équipe de cœur. Voilà. Pour moi, effectivement. Braque, il est venu avec 50 maillots. genre là, si tu l'enlèves, il y a le maillot du Bayern en dessous. Ouais, faut pas dire trop fort. C'est la surprise. Bon, bah, c'est trop bien. L'équipe est au complet. On enchaîne juste un petit débat, messieurs, avant de passer à nos awards. Parce que je vous ai même pas dit ce qu'on va faire, mais on a Pipion qui nous a réservé une petite palette tactique sur un match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de palette. Vous allez voir. Vous allez aimer, je pense que cette palette va vous surprendre. Et en deuxième partie d'émission, le super quiz de fin de saison. Vous le savez, c'est la toute dernière, donc on s'amuse. On est là vraiment pour partir en beauté. Et après cette séquence Ligue des Champions, on va faire nos MVP de la saison, mais les MVP globaux en Europe. Donc voilà, on retrouvera tous les joueurs. Zal, tes top et flop, juste rapidement comme ça sur ce match City-Inter. Je vais dire. T'as envie de mettre, toi? Moi, top, je vais quand même donner Ederson. Ouais, Ederson, toi? Franchement, je pense qu'il a tenu l'équipe à flot jusqu'au bout. Ouais. Et en flop, c'est compliqué de mettre un flop sur ce match-là. Honnêtement. Des joueurs de l'Inter, des joueurs de City, tu vois, qui ont flop un peu quand même. Je dirais pas Haaland, parce qu'Haaland, c'est comme là, dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est compliqué d'être en pointe comme ça. Et en fait, il a fait un match à la Giroud, quoi. Enfin, la Giroud, Guy Varche 98, Ouais. où il appuie sur la défense. Mais ouais, en flop, j'ai pas spécialement de flop, hein, honnêtement. Sur ce match-là, en tout cas. Ouais, sur ce match-là. Juste, moi, si tout le monde, du coup. Tout le monde a plus ou moins répondu présent, je trouve. Ok, d'accord. Moi, du coup, pour moi, il y en a deux pour la simple et bonne raison que voilà, ça aurait pu changer le cours du match. Il y a Lukaku, parce que lui, pour le coup, c'est celui qui a les vraies occasions du match, tu vois. Et bon, normalement, un attaquant comme lui, même si on sait qu'il y a un passif où il peut louper des trucs, mais lui, pour le coup, il se crée les grosses occasions. Et il y en a un, c'est ça que je crois qu'on parlait tout à l'heure, parce que moi, c'est un joueur que j'adore. Et je pense que vraiment, s'il était dans un gros match, Barella, il aurait pu impacter la rencontre de bonne manière pour l'Inter. Parce que Barella, on l'a vu, même en Ligue des Champions, il est capable de mettre des petits buts, tu vois, où il est intelligent, souvent deuxième poteau et tout. Et même dans le cœur du jeu, quand il est là, tu vois, il peut aussi faire des décalages, des choses intéressantes. Et pour moi, si Barella avait été à un bon niveau, et pourtant, je pense pas que City a tout fait, tu vois, pour gêner l'Inter complètement. Donc, il aurait pu, avec un meilleur Barella, je pense que ça aurait pu changer aussi le cours du match. Donc, moi, c'est ces deux joueurs peut-être, parce que Barella, j'en attends toujours beaucoup. C'est un joueur que besoin d'avoir ce joueur au top dans ces matchs. Et pour moi, au milieu, à l'Inter, il n'y a que Brozovic qui fait un match au niveau il a été cata, et Lukaku, c'est terrible, parce que je préfère encore, moi, un joueur qui rate beaucoup, mais qui s'en procure de fou, qu'un joueur un peu transparent, comme l'a été Dzeko. Mais pour moi, il y a certaines personnes qui ont essayé un peu de relativiser sa tête. Elle est pour moi irrelativisable. Elle est ratée. Il sait que le ballon arrive, il a les jambes plantées au sol. Donc c'est-à-dire que jambes plantées au sol pour mettre ta tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux pour orienter le ballon. Tu sais, il n'est pas en l'air, un peu difficile, un peu. Non, il sait. Tu dois la mettre. Le mec fait quasi 1m90. Enfin. Il n'y a pas d'excuse. Pour moi, c'est un raté en bonne et due forme, tu vois. Et ça rend le truc terrible. C'est des relents de Belgique-Croatie, tu vois, où si son but plante, par contre, c'est un tout autre match. J'en vois pas mal dire Lukaku, c'est facile si Martinez le sert. C'est sur le truc où il tente de tirer en angle fermé. Mais la passe, elle n'est pas évidente. Il y a une prise à deux. Pour moi, Lukaku ne l'a pas la balle. Il y a le retour, je ne sais plus c'est qui revient, Rodri ou je ne sais pas qui. Moi, je ne suis pas sûr que la balle, elle arrive à Lukaku. Je crois que sur la même action, il y a encore un retrait supplémentaire possible à Brozovic. Mais à ce moment-là, en tant que neuf, c'est difficile de croire que ton neuf. T'as envie d'aller au bout. Il va aller voir ce genre de retrait vraiment pas tiré par les cheveux, mais qui demande une certaine vision de jeu. Je crois que ça parlait de Lukaku. Non, mais il y a les deux en fait. Il y a les deux. Parce que Lukaku, c'est trop dur. Un peu complicado sur celle-là. Très bien. Messieurs, j'ai envie qu'on avance sur les awards, mais juste
petite question comme ça, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est beaucoup passé là sur les réseaux. Je vais commencer avec toi, Pipion, parce que je sais que toi, tu sais rester calme sur ce genre de débat. Il y en a beaucoup qui ont mis, Zidane avec 30 millions d'euros, il a réussi à remporter 3 Ligues des Champions. Guardiola, il a mis 7 ans avec des milliards. Eh oui, on en parle. C'est le débat éternel. Quoi. Non, mais là, c'est la plus grosse malhonnêteté du siècle. Non, alors attends, Zach, je te connais. Attends, j'ai donné la parole à Pipion. Zach, tu te calmes, on va entendre ton avis. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Est-ce que finalement, c'est justifié de dire ça ou c'est complètement comme une Non, mais c'est comme dire, mais pourquoi Guardiola, il a jamais entraîné Dijon, Wolverhampton ou Riron, quoi. C'est le même débat un peu éternel. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que disait Saki dans l'équipe ce matin sur finalement quelle est sa place parmi les meilleurs entraîneurs de l'histoire. Et c'est un peu comme Djokovic pour le meilleur joueur de tous les temps au tennis. C'est un débat qui peut être au-delà des chiffres, tu vois. Il y aura certains qui vont préférer Cruyff, Mitchell ou même Saki lui-même pour sa révolution. Mais ce qu'il disait, c'est pas bête, c'est qu'en fait, partout où est arrivé Guardiola, il a fait progresser le championnat. La première ligue. Il a fait progresser des joueurs aussi. Ça, c'est sûr. Et surtout, ces équipes, elles jouent bien. Enfin, tu vois, tu te poses devant City, 90% du temps, tu sais que tu vas te régaler. Il y a d'autres coachs où c'est un peu plus aléatoire. En termes de jeu, oui, t'es pas déçu. Oui, évidemment, il y a eu beaucoup de dépenses. Oui, il y a eu quelques sommes un peu folles. Mais au final, il a quand même su. Ce 11-là, ce collectif-là, on pourra jamais lui enlever. Tu vois, donc. Évidemment, on aurait peut-être aimé qu'il soit un peu plus. Il s'appuie sur de la formation et tout, mais bon, il a des moyens illimités à sa disposition. Il va pas s'en priver, quoi. Ouais, Zach, je voulais que tu voulais réagir. C'est la malhonnêteté du siècle, ce truc. C'est-à-dire que Zizou, il arrive dans un effectif dont il reprend les bases de ceux qui ont gagné la décima. Donc, dans cet effectif, les dépenses, elles avaient été faites en amont. Modric, Benzé, Bale, CR7, Kroos qui arrive un petit peu avant. Bon, bref, vous avez compris. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a quand même une grosse partie de l'effectif. Les bases sont déjà là. Ils ont gagné la décima. Donc après, derrière, effectivement, il y a quelques petites prises. Je suis allé revoir là en rapide, tu vois. Genre les Morata qui revient de la Juve, tu vois, des trucs comme ça. Quoique l'été d'avant, genre 4 mois avant que Zizou arrive, le Real met 100 millions et récupère Kovacic et tout à ces moments-là. Donc en fait, Zizou récupère une base assez énorme. Et il n'y a pas de problème à le dire. Ça entache pas le fait que derrière il fasse triplé LDC. On ne retire aucun mérite à Zizou. Mais Guardiola, il y a eu des grosses dépenses. Mais bien évidemment qu'il y a eu des grosses dépenses. Mais il a fallu construire un effectif. C'est-à-dire aller voir l'effectif qu'il récupère à l'été 2016. La première année de Guardiola, 2016-2017, ils font top 4, ils vont à LDC. Mais il se fait fusiller par Everton. Il me semble de tête qu'il joue pas vraiment le titre cette saison-là. C'est la saison où c'est Chelsea, c'est le Chelsea de Conte qui prend le titre et qui était magnifique. Donc effectivement, il a fallu tout reconstruire une défense, reconstruire, tu vois, machin, des trucs comme ça. Et en plus, ils dépensent de fou. Ça reste un club étatique. Et vous savez que je ne suis pas hyper fan des clubs étatiques. Mais dans les dépenses, ils sont dans la moyenne haute de ce que les tops de Première Ligue font. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont au même niveau, même un peu en dessous, je crois, qu'un Manchester United, qu'un Chelsea. Ils sont un petit peu au-dessus qu'un Arsenal ou qu'un Liverpool. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que dans un environnement compétitif Première Ligue, ils sont dans une moyenne, tu vois. Non, et le pire, ironiquement, si on a envie de rigoler sur ça... Guardiola, il prend sa LDC l'année où ils font un mercato positif. Où ils sont pour la première fois dans l'été dernier, pour la première fois depuis la reprise du club par Abu Dhabi, 14 ans que la balance transfert de City était en positif. Ils avaient plus vendu qu'acheté. Donc certes, ils ont fait Haaland, etc. Mais en vendant les Zinchenko, les Jesus et tout, ils étaient en positif. Donc bien évidemment, il a dépensé plein de thunes et tout ça, machin. Mais ça, c'est évident, c'est des chiffres. On peut pas les contredire. Mais en apportant un peu plus de profondeur, que ce soit par rapport aux adversaires, il est dans une moyenne qui est ce qu'elle est, mais qui est normale, dans une moyenne de top club européen. Et surtout, à côté de ça, comme on l'a dit, Zizou, il arrive, il y a déjà des fondations absolument énormes. Tu vois. T'as des tauliers qui savent gagner. Là, à City, il n'y a personne qui avait gagné la LDC, enfin, à part le troisième goal ou je ne sais plus quoi. Scott Carson. Il n'y a personne qui avait gagné la LDC et tout. Au Real, au Zizou, il n'y a rien à dire. Parce qu'il sait, il est écouté, il est respecté des grands joueurs et c'est ce qui est important quand tu as investir comme ça, tu vois. C'est d'être respecté. Mais Zidane, tu as des mecs qui savaient déjà gagner, etc. Maintenant, il fallait juste faire en sorte que ça se passe bien. Non, et puis ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que tu investis peut-être beaucoup et ça met un peu de temps à se mettre en place, mais derrière, il faut penser à l'avenir. C'est que là, tu as créé quelque chose pour les années à venir et qui nous dit que voilà, City ne va pas complètement maintenant surdominer. Tu voulais dire quoi, Zal ? Ouais, en fait, ce que je trouve surtout sur Guardiola, c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il impose un style de jeu. Quand tu vois comment il a fait jouer le Bayern, comment il fait jouer City... En plus, de toute façon, partout où il est passé, il a laissé une trace. Et en plus, quand tu regardes, là, pour le coup, c'est réel, puisqu'il apprend de ses erreurs. Donc, il modifie sa façon. Il était plus en possession, maintenant, il joue plus en transition. Avec Haaland, en plus, maintenant, il a le joueur ultime pour pouvoir jouer comme ça pendant 10 ans. Parce que là, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est possible qu'on part sur une domination, pas sur une décennie, je n'arrive pas à dire juste qu'une décennie, mais sur un petit moment. Moi, si tu me dis City gagne 3 fois ou
ou 4 fois la LDC sur ces 10 prochaines années, je veux bien y croire. En tout cas, je pense aussi qu'ils vont rouler sur le foot sur les 5-6 prochaines années. Et franchement, Guardiola, c'est vraiment un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est ça. On reconnaît sa patte directe. En fait, comme tu as dit, contrairement à un mec comme Zidane, où tu vois, on peut pas trop savoir encore, puisqu'il a entraîné qu'un seul club et compliqué. Non, mais avec Zizou, on est encore sur autre chose. C'est vrai qu'on n'était pas purement sur du jeu, tu vois. Sur la comparaison. Mais en tant que manager, il était absolument monstrueux. Mais après, il y a quand même un truc, tu vois, c'est que, comme tu as dit, en fait, juste les différences dans le jeu entre ces différents City sont, même avec le Bayern, tu vois, c'est énorme. Si vous avez regardé le City de 2019, c'était un City avec un 9, Agüero, mais avec des ailiers bon pied. Donc c'était Sterling à droite, Sané à gauche. Sané, c'était un autre City. Bernardo Silva et tout, c'était un City qui centrait beaucoup, qui avait les latéraux qui jouaient souvent à l'intérieur. Qui s'installait dans ta surface, voilà, vraiment. C'était vraiment un City qui était très dangereux, qui met quasi 100 points en PL et tout, c'était magnifique. 2021, la série de 20 matchs sans défaite, c'était 109. Donc c'était un City qui jouait 109, qui avait un De Bruyne ou un Foden qui jouait dans ce poste assez reculé. Foden faisait une saison magnifique et c'était un style encore différent. Cette année, c'est le 3+2 avec la relance. Il n'y a même pas de latéraux à proprement parler. Tu as des ailiers de contrôle au lieu d'ailiers de percussion. Alors le mec, il a Mahrez et Foden sur le banc qui sont des gros dribbleurs. T'as que des gros travailleurs. Voilà, tu vois. Et donc là, c'est 3 versions différentes d'une équipe pour un coach qui est resté là. Et c'est identifiable, compréhensible et visible. Oui, en fait, tu sens aussi qu'il a appris de ses erreurs. Tu sens qu'il a compris que, par exemple, c'est cette époque-là, 2019, où tu sentais que ça jouait pour venir chez toi et pour essayer de te priver du ballon, mais dans ta zone, dans ta surface. Tu sentais que Guardiola, justement, faisait pas attention à ce qui se passait derrière aussi. Tu sentais qu'il y avait beaucoup plus de risques qui étaient pris parce qu'à la perte du ballon, sur les phases de transition, tu pouvais te faire dégommer. Et là, tu as ce truc où, quand City perd la balle, tu sens que c'est toute l'équipe qui fait bloc et qui revient, qui s'enroule autour de toi. C'est vrai que et visuellement, ça se voit en fait que c'est beaucoup plus équilibré maintenant. Et le pire dans tout ça, je vais être honnête, et ça c'est peut-être un peu impopulaire, mais pour ceux qui ont regardé City vraiment tout le temps, pour moi cette saison là, ils prennent la LDC, il faut le tripler, c'est magnifique, mais c'est même pas la version la plus terrifiante. Franchement, c'est même pas pour moi la version que ça faisait plus peur avant, mais là c'est plus équilibré. Et il y a pas de souci, ça gagne. Moi, ça gagne. La preuve étant, mais vraiment pour moi la version 2019, elle était, mais c'était. Il mettait des 5-7 buts par match parfois. Ça arrivait. Après, on avance, les gars. Moi, je trouve que le City de ces derniers mois, c'est la version de City que je trouve la plus forte, la plus complète, la plus impressionnante perso. En termes de stabilité, l'équilibre, tu vois, défensif. Des fois, c'est peut-être moins impressionnant offensivement, c'est l'équilibre que tu as trouvé. C'est tellement rodé, je trouve que c'est le truc complet. Et là où peut-être ça a changé Guardiola, c'est qu'avant, tout le temps, il essaye de... Je te dis pas qu'il le fait plus, mais avant, tout le temps, il s'adaptait à l'adversaire. Il faisait des choix là. Maintenant, il a compris. Il a son équipe, son système avec Stones, avec sa position hybride. Et maintenant, il est sûr de ses joueurs, de ses forces. Il se dit, si ça se passe bien, on va gagner le match et terminer. Tu sais, il a arrêté de se dire, oh, faut que je tente des coups pour faire déjouer l'équipe adverse. Non, t'as la meilleure équipe, t'as les meilleurs joueurs. Gundogan en 6 en finale de LDC. Face à Rudy Garcia, il sort la défense à 3 pour s'adapter au système de Rudy. Et au final, perdre contre Maxwell Cornet. Mais pour moi, la période 2018-2019 en particulier, et certains me disent c'est 2018, non, mais je dis vraiment 2018-2019, ce City-là était vraiment pour moi. C'était peut-être plus puissant, mais moins contrôlé. Parce que le pire, c'est que ce City-là, et c'est là où ça donne la profondeur. Désolé, je te prends du temps, Braque. Non, je sais. C'est important de quand même. Je sais que c'est plaisant de parler de City parce que c'est du football. Début 2023, sur les 2 premiers mois, quasiment, ils ont des tonnes de nuls et de défaites qui sont étonnantes. Il faut se rappeler quand même qu'ils sortent de je sais plus quel Carabao Cup, je crois, contre Southampton. Ils perdent, ils ont des défaites contre plusieurs clubs, genre contre Tottenham. Brentford à la maison. Brentford, exactement. Ils ont des nuls contre Nottingham Forest, contre Everton. Sur les 45 premiers jours, ils ont vraiment, tu vois, ils ont du mal. C'est moins ouf, tu vois. Et après, derrière, il y a ce changement de système et ça donne, je trouve, encore plus de crédit à l'après, c'est-à-dire ce que ça en est devenu l'équipe qui fait le triplé. Mais il faut quand même se rappeler que ce City-là, il est ce qu'il est, que depuis quelques mois, il n'était pas comme ça. La formule. On parle d'un championnat, la PL, où c'est Arsenal qui a été en tête pendant 220 jours. Ils ont été à 8-9 points d'Arsenal pendant un moment. Voilà, ça n'a pas été ce rouleau compresseur depuis très longtemps, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, ce City, sur l'entièreté d'une année, n'est même pas pour moi. Juste pour finir, désolé, dernier mot, c'est qu'en fait, maintenant. Tuer l'émission, les gars. City, avant, ils étaient obligés de gagner en jouant leur jeu, un jeu spectaculaire en attaquant. Maintenant, on l'a vu et la finale symbolise ça. Ils font pas une bonne finale, mais ils gagnent à l'arrache, comme le Real est capable de gagner certains matchs où ils sont moins bien en LDC, des trucs où tu sens qu'il y a ce petit supplément d'âme où tu n'es pas obligé de faire un gros match, mais tu peux être à peu près costaud derrière, même si tu n'es pas dans un grand jour, et réussir à gagner. Avant, ce City-là, il l'aurait perdu. Il l'aurait pas fait, il l'aurait peut-être perdu.